Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. La documentation concernant l'enseignement primaire élémentaire sous le Troisième Reich est foisonnante. Elle est disponible sous de multiples formes. Les textes sont nombreux et les livres traitant de ce sujet sont légion. Les approches différentes que l'on peut constater de la part des auteurs ont éveillé notre curiosité. Le lexique de la Deuxième Guerre mondiale met l'accent sur la consolidation du régime dans le système éducatif par l'élimination des personnes jugées comme adversaires politiques, confessionnels, etc., impliquant le licenciement des enseignants de confession juive et un peu plus tard l'éviction des écoles publiques des enfants de même confession. S'y ajoute la fermeture des écoles privées et la mise à l'écart des enseignants dont la fiabilité politique n'est pas certaine, enseignants à sensibilité communiste, socialiste, etc. Le dispositif administratif de l'école primaire élémentaire quant à lui n'a pas connu de modification, contrairement aux autres phases de la scolarité, ce qui a créé pour de nombreux nationaux-socialistes une déception, réduction des enseignements académiques au profit du sport. L'enseignement primaire élémentaire compte 4 années. Le texte mentionne que l'école primaire Volksschule a été le parent pauvre du système éducatif. Le régime hitlérien s'est surtout intéressé aux écoles post-primaires en y modifiant les contenus, la durée des enseignements et en créant des écoles idéologiques telles que les écoles Adolf Hitler et autres. Sur la page du site Wikipédia, Education durant le national-socialiste, son auteur anonyme distingue 2 étapes d'action politique pour le système éducatif. La phase 1933-1935 de consolidation politique avec le licenciement des enseignants indésirables, la mise au pas accompagnée de la création de nouvelles organisations de jeunesse, et la phase 1936 à 1940, préparation à la guerre. Cette dernière a été la période des modifications. La page du musée historique allemand, quant à elle, met en avant la période 1936-37 qui a connu des modifications importantes des contenus de l'enseignement. Son auteur anonyme souligne que ces changements sont concomitants aux attaques contre les églises et qu'à côté des nouveaux contenus idéologiques, les rituels et symboles du régime sont omniprésents, drapeau à la croix gammée, portrait d'Hitler dans les classes, salut nazi, levée des couleurs, etc. Les témoignages de personnes scolarisées durant cette époque sont également nombreux sur Internet. Il est par exemple révélateur de lire celui d'un enfant autrichien qui, du jour au lendemain, après l'annexion de l'Autriche, s'est vu confronté à un changement radical de son institution. Il note qu'immédiatement les enseignants, directeurs et inspecteurs non acquis au nouveau régime étaient licenciés. Les enseignants et les élèves devaient, dès le mois d'avril 1938, se saluer entre eux, à l'école et en dehors de l'école avec le salut allemand. Les salles de classe ont affiché au mur le portrait d'Hitler. Les lois raciales ont également été appliquées dès l'annexion. Les enfants et enseignants de confession juive ont dû quitter les écoles publiques sur le champ, création de quelques écoles juives. Le Témoin note que des groupes de la jeunesse hitlérienne se rendaient à la sortie des écoles juives pour passer à tabac les enfants israélites. Les écoles privées ont été nationalisées. Les contenus des enseignements sont alignés sur ceux du Reich, vénération du Führer et de l'État, glorification de l'armée et des faits d'armes. Le dossier La jeunesse hitlérienne sous le national-socialisme, Jugend im Nationalsozialismus, publié sur Internet dans sa première partie détaille en 5 points la politique éducative du régime. A. Détruire la pédagogie libérale et ses tendances réformatrices. Pour les nazis, l'école n'est pas un lieu de libertés individuelles. B. Éviction des élèves et des enseignants de confession juive. C. Les livres d'apprentissage de la lecture ont été réécrits pour promouvoir le culte du Führer, le militarisme et affirmer les rôles respectifs des sexes. Les garçons sont de futurs soldats, les filles de futures mères. D. L'école doit développer l'éducation physique et les valeurs morales. Les enfants sont formatés pour devenir des nationaux socialistes fanatiques. Toutes les matières enseignées doivent contenir des thèmes politiques conformes à la vision du monde national-socialiste. E. La jeunesse hitlérienne est le 3e pilier de l'éducation. Les auteurs de ce site précisent que l'objectif éducatif est de familiariser les enfants avec la guerre et de les y préparer. Ils doivent apprendre à sacrifier leur vie pour le Führer, le peuple et la patrie.
Les points les plus importants: penser militairement, courage inconditionnel, obéissance aveugle, audace, fidélité absolue, engagement, abnégation. Ces valeurs doivent être renforcées et consolidées par le biais des livres d'apprentissage de la lecture. Tout ce qui est important pour le régime doit y figurer. Le point essentiel est que les écoliers deviennent des combattants du nouveau Reich. Par le biais des livres d'apprentissage de la lecture et du calcul, les enfants sont préparés à leur future mission dans la communauté nationale. Au centre de celle-ci, les devoirs de soldats. Les livres sont caractérisés par une image du quotidien, où trône drapeau à la croix gammée et symbole nazi, drapeau de la jeunesse hitlérienne, salut nazi, etc. Par une militarisation, la présence de nombreuses illustrations d'hommes et femmes, à un moindre degré en uniforme et les jouets à caractère militaire, par des récits vantant la vie excitante des membres de la jeunesse hitlérienne. Le culte du Führer est propagé, soit par une photo en page 3, soit par un récit mettant en scène une rencontre d'un enfant avec le chef de l'État. Gesa Oeltsch souligne le rôle de la jeunesse hitlérienne dans le dispositif éducatif dans l'État hitlérien. Celle-ci a pour mission de propager la pensée allemande. L'école celle de promouvoir la vénération du Führer et de l'État. De ne pas inculquer trop de savoir, mais juste ce qui est utile au peuple et à l'État. D'autres ouvrages sur le Troisième Reich consacrent aussi un chapitre à l'éducation. Pierre Aisoberry, La société allemande sous le Troisième Reich, note page 196 que le régime a utilisé 2 canaux pour conquérir la jeunesse. Celui de l'école étatique et celui de la jeunesse hitlérienne, filière du parti. Il fait référence à certains pédagogues nazis qui partaient du principe que l'homme nouveau se distinguerait par ses capacités d'action, et non pas par son savoir. Il cite une de leurs phrases: « On ne devient national-socialiste que par la vie de camp et par la marche au pas. » L'école primaire, selon P. Aisoberry, semblait se nazifier rapidement et fut matériellement sacrifiée. Son prestige fut atteint par une réforme impopulaire. La lecture des instructions ministérielles, décret du 15-12-1939 concernant l'éducation et l'enseignement à l'école primaire, signé par le ministre du Reich pour la science, l'éducation et l'éducation populaire, stipule les idées directrices de la politique éducative nazie pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, page 6. L'objectif premier de l'école primaire est d'éduquer la jeunesse allemande à devenir membre de la communauté raciale populaire, Volksgemeinschaft, et ceci dans un engagement total pour le Führer et la nation. L'école doit aussi être consciente que le but de son enseignement est de transmettre à la jeunesse allemande les connaissances de base et les aptitudes lui permettant de participer au travail et à la vie culturelle de notre peuple. Les directives générales sont explicitées page 9. L'école allemande a pour mission d'éduquer la jeunesse à devenir des hommes et des femmes sains physiquement, moralement et intellectuellement, fortement enracinés dans leur patrie et leur culture, et d'engager chacun à son poste pleinement pour le Führer et le peuple. Un documentaire réalisé par la chaîne de télévision Arte souligne l'intoxication des enfants par le régime nazi. Julian Bryan, l'auteur, déclare en 1938, lors de sa conférence à l'Université de Columbia: « Je n'exagère pas en disant que l'on inculque à ces enfants âgés de 5 à 6 ans la philosophie de la haine. Ils haïssent non seulement les Juifs et les Russes, mais aussi les Américains et les Anglais et tout ce qu'ils représentent. » Récemment, Goebbels a dit dans la presse que l'Amérique est une nation de gangsters. Cela peut vous faire sourire et vous amuser. Mais ce n'est pas notre avis. On apprend non seulement à ces enfants à se sentir supérieurs aux autres races, mais aussi à penser que les autres races et les autres nations sont des criminels. Le documentaire aborde aussi la persécution des églises par le régime nazi. L'auteur présente à ce sujet l'évêque von Galen, qui s'indigne de l'endoctrinement de la jeunesse dans les organisations nazies. Le film montre également un camp du service du travail. Julian Bryan commente ces images, les jeunes en action, qui en disent long sur l'endoctrinement des adolescents. Les plus jeunes sont entièrement dévoués au nouveau régime. Ils étaient encore des enfants quand Hitler est arrivé au pouvoir. Depuis, ils ont été hypnotisés pour ainsi dire par 5 années de propagande. Le service du travail embrigade chaque année 30 000 jeunes Allemands. Durant leur séjour, ils reçoivent également une instruction politique. C'est comme cela qu'on les prépare à la guerre. Julian Bryan filme la ville de Nuremberg,
lieu du rassemblement annuel du parti nazi. Il précise aussi qu'elle est le siège de l'infâme journal de Streicher. Julius Streicher est notamment l'éditeur du Stürmer, journal violemment antisémite. Comme le dit J. Streicher, ne te fie pas au renard des plaines et pas plus au serment des Juifs. Pour couronner le tout, le journal de J. Streicher connaît une large diffusion. Tel un infâme porte-voix qui propage de façon éhontée la haine raciale à travers le monde. Quant aux manuels scolaires, édités durant la période nazie, ils ont fait l'objet de plusieurs travaux récents en Allemagne. Ils témoignent d'une prise de conscience de l'intoxication nazie des enfants de l'école élémentaire durant la période de 1934 au début 1945. À titre d'exemple, 2 travaux sont à citer. A. Une étude des approches d'infiltration dans les manuels par les nazis due à Elke Urban du musée scolaire de la ville de Leipzig dans le cadre de son atelier « Histoire de l'école ». Ces travaux ont débouché sur une exposition tournante d'ouvrages scolaires de ces 100 dernières années. Le dossier illustrant les livres exposés a été publié sur Internet. B. La thèse de doctorat de Gentil présente, page 146, présente une analyse de la place d'Hitler, l'ami des enfants, dans les manuels de première année. Gentil se réfère, page 11, aux travaux de Poggeler qui déclare que le livre d'apprentissage de la lecture au-delà de sa fonction pédagogique, par le choix des textes et des images, contribue à transmettre une vision du monde et une idéologie. Les personnages mis en avant dans les manuels de première année sont en priorité les enfants juste un peu plus grands que les apprenants. Plus particulièrement les pimpfeux admirés par les petits. L'attention des petits n'en est que renforcée. Cet aspect psychologique est souligné dans notre étude. Les différents chapitres de ce livre regroupent par thème les accents idéologiques imposés par le régime nazi, glorification du Führer, de l'armée, de la jeunesse hitlérienne, etc. S'y ajoute pour comparaison, une courte étude sur un livre publié en Union soviétique pour la minorité germanophone, une brève étude de 2 livres d'apprentissage de la lecture en République démocratique allemande, DDR, d'un livre utilisé dans les écoles juives allemandes en 1935 et d'un livre utilisé en 1941 dans le Gau Danzig, Westpreußen. Glorification de la jeunesse hitlérienne. Après avoir retracé l'histoire des mouvements de jeunesse sous le Troisième Reich dans l'introduction de son livre Jugend im Dritten Reich, Arnaud Clone détaille dans le 2e chapitre de celui-ci la composition des 20 000 adhérents de la Hitlerjugend, AJ en 1932. Selon ces sources, 69% étaient de jeunes travailleurs et apprentis, 10% de jeunes employés du secteur tertiaire et 12% d'écoliers. Un pourcentage élevé des adhérents était au chômage. Cette composition reflète en symétrie les adhérents au parti nazi. Dès la prise de pouvoir des nazis, 31-1933, la HJ réclame le monopole absolu en matière de mouvement de jeunesse. Légende, dehors les troubles faits. Unité de la jeunesse dans la jeunesse hitlérienne. Elle impose la dissolution de l'organisme fédérateur des mouvements de jeunesse. Les biens de ce dernier sont réquisitionnés. Les mouvements de jeunesse confessionnelle adoptent, alors, des attitudes variées. L'évêque luthérien du Reich, nazi, facilite les passages des scouts luthériens vers la HJ tandis que les responsables des scouts catholiques y opposent une vive résistance. Malgré le concordat, l'État nazi lance une série d'attaques, y compris physiques, et des campagnes de propagande à l'encontre des cadres de l'organisation de la jeunesse catholique. Les mesures vont jusqu'à interdire aux fonctionnaires d'inscrire leurs enfants dans les associations catholiques avec menace de sanctions. Au sujet de la socialisation allemande national-socialiste, Adolf Hitler déclare : cette jeunesse n'apprend rien d'autre que de penser allemand, d'agir allemand, et quand ces garçons intègrent à l'âge de 10 ans notre organisation, là pour la première fois ils respirent un air frais, puis après 4 années de section de jeunes, ils passeront à la section des grands de la jeunesse hitlérienne et là nous les y gardons à nouveau 4 années. Et là, nous ne les rendons plus aux anciens promoteurs de classe sociale et de caste, mais nous les intégrons directement au parti, au Front du Travail, à la SA ou à la SS, au NSKK, etc. Et lorsqu'ils y auront effectué 2 années ou 1 année et demie de service sans être devenus de parfaits nationaux socialistes, ils iront au service obligatoire du travail durant 6 ou 7 mois, où ils seront dressés avec le symbole de la bêche allemande.
Et s'il reste après 6 ou 7 mois, encore quelque chose de cette conscience de classe sociale et de cette prétention de caste, cela sera pris en charge par la Wehrmacht pour être extirpé durant 2 ans et lorsqu'ils retournent à la vie civile après 2, 3 ou 4 années de service, nous les réintégrons immédiatement dans la SA, SS, etc. Durant toute leur vie ils ne seront plus libres. Et si quelqu'un me dit « Oui, mais il en restera toujours quelques-uns », le national-socialisme n'est pas en fin de vie mais au contraire bien au début. Discours tenu à Reichenberg le 4 décembre 1938, reproduit par Arnaud Clone. Par déduction, seuls les enfants de 0 à 10 ans échappent partiellement au régime nazi. Partiellement, car nous le verrons par la suite, l'école primaire joue également un rôle important dans ce système de socialisation. Au sujet du façonnage de la mentalité de la jeunesse, Guido Knopp note page 34 que la HJ a intoxiqué l'esprit de toute une génération avec des idées d'une conception du monde, Weltanschauung, irrationnelle. Sur l'ensemble du territoire, les chefs de la HJ ont soumis les jeunes à un lavage de cerveau, à une manière de penser brune. Aucune activité, aucun campement, aucune excursion ne se déroule sans une leçon sur l'idéologie nazie. L'attractivité de la HJ, selon Arnaud Clone, reposait sur des raisons multiples. Elle offrait à une grande partie de la jeunesse de participer à des activités de jeunesse, auxquelles beaucoup n'avaient pas accès avant 1933. Celle-ci était ciblée par public et elle comblait un réel besoin, en particulier pour les jeunes des campagnes, les jeunes ouvriers et les enfants des couches moyennes non engagés dans des organisations confessionnelles intégrant des activités de loisirs. Grâce à la branche féminine, BDM, les jeunes filles pouvaient pratiquer un sport et d'autres activités non existantes auparavant. Les enfants des familles modestes obtenaient des bourses pour participer à des camps de vacances l'été, ou à des camps de ski l'hiver. Les multiples compétitions organisées par la HJ contribuaient à renforcer cette attractivité, Reichsberufswettkampf, mais exerçaient aussi une pression constante sur les jeunes. Chaque unité voulait avoir le plus beau foyer, le livret le plus intéressant, la plus grande recette de collecte, WHW, le plus bel orchestre, le plus beau chœur, etc. La HJ se différenciait des associations pré-1933 par la prise en charge d'activités du domaine public, telles que les différentes collectes y compris celles de matières premières pour l'industrie militaire, voire d'activités d'auxiliaires de police, services de patrouille, d'activités économiques, aide à la ferme, organisation de transfert d'enfants vers la campagne durant les bombardements. Le régime faisait miroiter aux jeunes responsables de la HJ, à l'issue des diverses formations, des postes à responsabilité dans les diverses branches du parti. Dès la prise de pouvoir d'Hitler, les enseignants appartenant au parti nazi se sont imposés dans les commissions de réforme des manuels scolaires. Le temps de mise en application des nouvelles directives et les délais techniques nécessaires à la réalisation de la production de nouveaux manuels font que ceux-ci sont disponibles, pour l'essentiel, en 1934-35e. Chaque district scolaire avait une autonomie pour la réalisation de ces manuels. Curieusement, dans ce secteur le rouleau compresseur nazi n'a pas été employé. L'unification progressive des manuels scolaires, à ce niveau, n'a lieu que pendant les années de guerre, et ceci pour des raisons économiques, manque de papier. Selon Gentil, 120 manuels scolaires différents d'apprentissage de la lecture ont vu le jour durant la période nazie. Les jeunes Pimpfeux disposaient d'un carnet livret sur lequel étaient mentionnées les sorties, ses camps, sa formation continue, etc. Sur la couverture du livret ci-dessus, le jeune Pimpf sonne le clairon, le réveille, lors d'un camp de vacances, comme un soldat. 1935, Schauen und Schaffen. Apprentissage des lettres J et A. Youpi youpi comme c'est chouette aujourd'hui. Tous défilent avec nous. Oui, tous en rang les uns derrière les autres. Ils se rapprochent. Le livre met en scène 3 garçons et une fille en uniforme de la jeunesse hitlérienne. Elle est présentée comme une attraction, battement de tambour. Les jouets en bas de page sont sans doute des cadeaux d'anniversaire, tambour, drapeau du Jung Volk, ballon. 1935, Schauen und Schaffen. Lettre F. Notre drapeau flotte devant nous. Des tambours et des fifres résonnent. Les garçons allemands et filles allemandes défilent. Un à deux, au même pas cadencé. Regarde le porte-drapeau avec le drapeau noir.
Beaucoup de fanions flottent parmi le peloton. Toutes les fenêtres arborent un drapeau. Chacun est heureux aujourd'hui. Maintenant, les garçons et les filles chantent. Jeunesse allemande, en avant. Après la suppression des autres mouvements de jeunesse, le régime fait l'éloge du mouvement de la jeunesse du parti nazi. La jeunesse hitlérienne, à l'instar de la SA, défile constamment dans les rues pour affirmer sa domination sans partage. 1935, Rheinische Kinder. Dès la page de garde du livre, un groupe de pimpfeux défile, drapeau de la jeunesse hitlérienne et tambour de Lansquenet en tête. La page suivante met à nouveau en scène un groupe de pimpfeux avec pour décor un camp. Les garçons défilent, comme les soldats, s'exercent à la trompette et au tambour de Lansquenet. Les autres s'entraînent à défiler comme les militaires, et en bas de page, un jeune est assigné à la garde du camp comme le font les soldats en campagne. Transposition. Écoutez, nous battons le tambour, boum boum boum. Écoutez, nous jouons de la trompette, tété. Il faut lever le camp. Nous allons défiler, qui veut ne pas en être? L'exercice va plaire. Le corps doit résonner encore plus. L'œil aux aguets, le pas de marche. Allez les fatigués, vous venez? L'image de cette page présente le décor du camp de vacances. Elle se focalise sur l'endroit où se prépare le repas. Endroit à nouveau idyllique. Il faut préparer soi-même son repas et faire un feu, tout ce dont les enfants de 6 ans rêvent et qui leur est interdit. Transposition. Émile Muller commande. Cours, va chercher du petit bois pour notre feu. Werner, va chercher de l'eau. Maintenant, apportez les lentilles. Willy, apporte nos cuillères. Approchez, distribution de repas. Souris où? Où? Dans les fougères. Le désir d'aventure. Dresser et vivre sous une tente au grand air sans les parents, aller chercher du bois, allumer un feu, etc. En fait, faire comme les grands. De plus, apprendre des choses nouvelles comme lire une carte, s'orienter. Au second plan, on aperçoit un pimpf qui s'exerce à manier les drapeaux de signalisation, maritime. Exercice complexe pour un enfant de 6 ans. Cet entraînement doit susciter de l'admiration de la part des petits. Sur ce dessin, les chères têtes blondes défilent dans les rues, drapeau en tête. Les passants, pères et enfants, saluent les jeunes avec le salut allemand. Gauche-droite. Qui est fatigué? Nos drapeaux en avant, en avant. Personne ne sort des rangs. Nous voulons chanter. Quand est-ce que nous arrivons? Dans un quart d'heure. Voilà le prêt. Notre chef crie halte. Hurrah, aujourd'hui c'est la fête de l'été. Le secours d'hiver. Les tambours et les fanfares résonnent. Tous les enfants apportent des choses. Chacun veut avoir une petite fleur. WHW souhaite obtenir des dons. Pendant les hivers rigoureux, le WHW procure pain et vêtements. Edgar Gilsdorf note page 75 que les actions de collecte étaient nombreuses, en particulier pour les matières premières et pour récupérer de l'argent. Tous deux manquaient au Troisième Reich. La jeunesse était sans cesse mobilisée pour collecter ce qui faisait défaut au gouvernement. Il y avait des collectes de vêtements, de vieux papiers et de vieux matériaux. Plus tard, durant la guerre, il y aura des collectes de fourrure pour les soldats du front de l'Est et bien d'autres collectes. Les réunions habituelles au foyer étaient remplacées par du porte-à-porte. On sonnait à chaque appartement, et on récupérait tout ce qui était signalé dans les greniers et les caves. Il y avait aussi les collectes dans les rues, avec les boîtes à collecte. À cette occasion, on vendait des épinglettes pour 20 pfennig. Une compétition animait les pimpfeux, c'était à qui aurait la boîte de collecte la plus lourde. Le texte et le dessin ci-dessus mettent en scène une action commune de la jeunesse hitlérienne et de la SA pour la collecte du secours d'hiver. Les deux pimpfeux, en haut de la carriole, rangent les objets amassés. Heini, Willy, par ici. Hurrah, notre feu! Comme il s'envole. Tous le regardent. Tous chantonnent. Tant de cercles illuminés dans le ciel. Ah! Notre beau fait. Sigail. Nous exclamons-nous. Ce dessin met en scène la veillée d'un camp de la jeunesse hitlérienne. Les jeunes sont assis autour d'un feu de camp. Ils chantent au son d'une guitare.
Dormir sous la tente, loin des parents. Rester éveillé la nuit, allumer un feu, porter un uniforme comme les grands, etc. Tout cela doit représenter pour les enfants de 6 ans, les lecteurs de ce livre, un idéal d'aventure. 1935, Roland Fibel. L'apprentissage de la lettre F, page 15, est illustré par un défilé de la jeunesse hitlérienne. La petite fille en robe rouge salue les garçons en uniforme avec le salut hitlérien. Les enfants en civil témoignent leur admiration au groupe qui défile. Ce type de scène est très fréquente dans les manuels. Les enfants non encore membres de la HJ expriment leur joie en les voyant. Ce message psychologique très subtil invite les non-membres à rejoindre la jeunesse hitlérienne. 1935, Roland Fibel. Apprentissage de la lettre D, page 29. Rudi. Da iste. Trum. Rudi Atentromel. Trum Torum. Apprentissage de la lettre D. Rudi. Il est là Trum. Rudi possède un tambour. Trum. Ce texte permet l'entrée en scène du joueur de tambour de lansquenet, instrument fétiche de la jeunesse hitlérienne. Le garçon qui s'exerce est admiré par ses camarades. Les jeunes sont en excursion au bord de la mer. Une tente héberge les jeunes garçons. Le pimpf qui bat le tambour jouit d'un prestige auprès de ses camarades. 1935, Roland Fibel. D'un Kakao ist euch schon fertig nun mach zu. Die Jungen sind schon da. Sie treten an. Achtung, sie marschieren los. Trum. Ederidom. Rudi Dancy. Sind euch dabei. Die Leute stehen. Sie sehen so wie die kleinen Jungen. Fin marschieren an singen. Wir traben in die Weite. Transposition. Ton chocolat est bu, allez dépêche-toi. Les garçons sont déjà là. Ils se mettent en rang. Attention, ils se mettent en marche. Trum. Ederidom, onomatopée allemande. Rudi et Hans sont de la partie. Les piétons s'immobilisent pour admirer. Le défilé et les chants de marche des jeunes garçons. Wir traben in die Weite, chant militaire de la cavalerie allemande. Le texte débute par un amusement, le cacao. Le groupe de jeunes est de sortie. Une randonnée à la campagne est organisée. Ils sont salués par 2 jeunes campagnards, salut nazis, qui semblent heureux de les croiser. Mais selon un témoignage, confère le documentaire diffusé par Arte Hitler's Kinder, la HJ a imposé par la violence le salut à son drapeau. 1935, Roland Fibel. Lauter Frischbuben. Ja das sind richtig Hitlerjungen. Sie wandern hinaus in die schöne Heimat. Sie helfen einander wie rechte Kameraden. Heil Jacher deutsche Jungen. Nun ist Abend. Nun gehen sie heim et wir durch Zeit du bist schon müd Rudi. Heute war fin nun zur Ruhe, et jeste schon duster püste das Licht aus, mach die Augen zu gut Nacht. Transposition. Que de garçons éclatants de santé. Oui, ce sont de vrais garçons de la jeunesse hitlérienne. Ils sortent faire des randonnées dans notre belle patrie. Ils s'entraident comme de vrais camarades, côte à côte. Salut à vous, la jeunesse allemande. Maintenant c'est le soir. Maintenant, ils rentrent chez eux. Il est temps, tu es déjà fatigué, Rudi. C'était super aujourd'hui, maintenant va dormir, il fait nuit, éteins la lumière, ferme les yeux. Bonne nuit. Le dessin et le texte mettent en scène la réunion hebdomadaire au foyer de la HJ, en énumérant les activités et les vertus de la jeunesse hitlérienne. 3 jeunes semblent se moquer de l'appétit du 4e. La réalité, selon les témoignages, confère le documentaire d'Art Hitler's Kinder, est assez différente. La compétition entre jeunes était féroce. 1935, Roland Fibel. Transposition. 2 gays trompettistes. Ils jouent du clairon. Ce sont des fanfares. Qu'elles sonnent fort. Ils appellent les autres garçons. Le camp est installé dans la forêt. La vie dans le camp est amusante. Il y a des tentes. Les garçons y dorment. Ils y resteront 2 semaines. Les exercices physiques occupaient une place importante dans le quotidien des jeunes.
De très nombreuses manifestations sportives et autres sont organisées à tous les échelons, local, régional, national. Les prix sont très recherchés par les jeunes. 1935, Roland Fibel. Transposition. Aujourd'hui c'est une grande fête. Adolphe et Rudolf sont de la partie. Ils vont défiler avec leurs camarades. Ils vont marcher dans les rues jusqu'à la rue de la Digue de l'Est. Les drapeaux flottent à chaque maison. Comme les garçons sont fiers. Tout le monde les regarde, c'est un plaisir de voir la joie de ces garçons. Dans le stade règne une belle animation. Beaucoup de personnes attendent déjà. Elles assistent dans les tribunes ou sont debout près de la digue. Deux jeunes garçons font sonner le clairon. Regarde, dit Adolphe, au clairon sont accrochés des fanions multicolores. Oui, réplique Rudolf, ce sont des trompettes fanfares, elles résonnent fort. Maintenant la fête commence. À l'image des manifestations organisées par les SA pour les adultes, la HJ organise des fêtes sportives. Y participer était fortement encouragé. Les textes des manuels y font maintes fois référence. 1935, Roland Fibel. Transposition. Camarades. Un jour, les garçons du Young Folk ont fait une randonnée. Le soir venu, ils ont monté leur tente. Maintenant, nous allons préparer notre repas, disait Rolf. Et Rolf était le chef. Aller dans la forêt et ramasser du bois sec. Werner et Henner s'y précipitèrent. Attention, dit Walter, là il y a de nombreux troncs par terre. Trop tard et Vlan, Henner s'étala de tout son long. Il n'a pas pleuré, mais lorsqu'il s'est relevé le sang coulait de sa main gauche. Il était tombé sur une pierre tranchante. Walter se précipite vers lui. Ce n'est pas grave, pensait Henner. Mais il a dû quand même s'asseoir dans la mousse. Tu flanches ? Demanda Walter. Non, disait Henner doucement et il s'est évanoui. Oh. Maintenant Walter avait fort à faire. Avec son mouchoir encore propre, il a pansé la plaie. Il était encore propre. Puis il a couru à la rivière et puisé de l'eau avec sa casquette. Avec précaution, il a rafraîchi le front de son ami. Brassard de la section secouriste de la HJ. Selon le tableau des runes, ce signe correspond à la lettre Z. Le site http://rune.boursex.com/rune parenthèse fermante donne cette interprétation, EOLH protection. Particulièrement positive, cette rune parle de protection de la part d'un personnage important. Que cela soit dans le travail ou en amour, le symbole est celui de la confiance en soi, car la période est faste. Des changements positifs sont à prévoir. Tenez-vous prêt à relever tous les défis. 1935, Großberliner Fibel. L'image du livre suivant met en scène un garçon qui salue un défilé de la SA. Le petit garçon aimerait déjà être... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.